Mon père a refusé de m'accompagner à l'hôtel parce que ma sœur, qui me déteste, a organisé une fête le même jour, mais il est devenu fou quand il a découvert qui a pris sa place. Je m'appelle Adrien, j'ai 29 ans, et le jour de mon mariage a failli capoter lorsque mon père m'a choisi moi, ma sœur, plutôt que moi. Après avoir accepté de m'accompagner à l'hôtel, il s'est retiré lorsque Vanessa a soudainement programmé sa fête le même jour. La sœur, qui m'avait toujours été jalouse, avait encore gagné, du moins c'est ce que je pensais. Ce que mon père n'avait jamais anticipé, c'est qui allait prendre sa place. Et sa réaction lorsqu'il l'a découvert me donne encore des frissons. Avant de continuer mon histoire, dites-moi d'où vous regardez dans les commentaires ci-dessous. Appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous pour entendre plus d'histoires de drames familiaux qui feront paraître la vôtre normale. Ayant grandi dans un quartier de classe moyenne à Allentown, en Pennsylvanie, notre famille semblait parfaite de l'extérieur. Notre modeste maison à 2 étages avec la clôture en piquet blanc et le jardin bien entretenu faisait l'envie du pâté de maison. Maman plantait des tulipes chaque printemps, et papa passait ses week-ends à m'apprendre à faire du vélo ou à lancer une balle de baseball. Ce sont les souvenirs que je garde précieusement. Mon père, Richard, était mon héros absolu durant ma petite enfance. Mesurant 1m83 avec des cheveux poivre et sel qui sont apparus prématurément dans sa trentaine, il avait une présence imposante mais un sourire des plus doux. Il travaillait comme conseiller financier dans un cabinet local, portant des costumes impeccables qui, selon moi, lui donnaient l'air d'une star de cinéma. Chaque matin avant de partir au travail, il prenait le temps de s'asseoir avec moi au petit déjeuner, me demandant comment se passerait ma journée pendant que maman préparait mon déjeuner. « Adrien, tu as l'esprit le plus brillant que j'ai jamais vu, » me disait-il, ses yeux plissés au coin. « Tu vas changer le monde un jour. » Ces mots signifiaient tout pour moi. Alors que d'autres enfants redoutaient les projets scolaires, je m'y lançais avec enthousiasme, sachant que mon père m'aiderait à créer le meilleur volcan de foire scientifique ou la meilleure présentation d'histoire. Quand je ramenais de bonnes notes, il mettait mon bulletin sur le réfrigérateur et m'emmenait manger une glace pour célébrer. Ma mère, Eleanor, était la pacificateur de notre famille. Avec ses yeux bruns chaleureux et son comportement patient, elle équilibrait la sévérité occasionnelle de mon père. Elle travaillait à temps partiel comme infirmière à l'hôpital local, plaçant toujours nos besoins avant les siens. Je me souviens comment elle s'asseyait avec moi pendant des heures pour m'aider à faire mes devoirs ou m'apprenait à faire ses célèbres cookies aux pépites de chocolat dont tout le quartier raffolait. La dynamique de notre maison a changé radicalement quand j'avais 12 ans. Maman commençait à se sentir fatiguée tout le temps et en 3 mois, nous avons reçu le diagnostic dévastateur, cancer du pancréas de stade 4. Les 6 mois suivants ont été un tourbillon de visites à l'hôpital, de conversations chuchotées entre adultes et de voir ma mère vibrante s'affaiblir sous mes yeux. Son décès a laissé un vide béant dans notre famille que nous n'avons jamais vraiment comblé. Ma sœur Vanessa a 3 ans de plus que moi et notre relation a été compliquée dès le début. Même avant la mort de maman, Vanessa semblait ressentir le lien étroit que j'avais avec notre père. Elle était grande et athlétique, tandis que j'étais petite et littéraire. Vanessa excellait dans les sports tandis que j'étais attiré par l'art et la littérature. Maman essayait toujours de célébrer nos différentes forces de manière égale, mais Vanessa percevait chaque compliment que je recevais comme une atteinte à son encontre. Après la mort de maman, la tension entre nous s'est intensifiée. Papa s'est jeté dans son travail, restant souvent au bureau jusqu'à 21h ou 22h. Je soupçonne que c'était sa façon d'éviter le vide douloureux de notre maison. Son absence a créé un vide que Vanessa a rapidement comblé, s'autoproclamant la nouvelle maîtresse de maison à 15 ans. Papa gère déjà assez sans tes besoins constants, lui reprochait-elle quand je lui demandais quand il rentrerait dîner. Il a des clients importants à gérer. Nous devons être forts pour lui. J'ai vu Vanessa se transformer en quelqu'un que je reconnaissais à peine. Elle a commencé à cuisiner, bien que ce ne soit rien comme maman, et à prendre le contrôle des décisions de la maison. Papa semblait reconnaissant qu'elle prenne le relais, et leur relation s'est renforcée, tandis que la mienne avec lui a commencé à se détériorer. Le succès commercial qui a suivi la mort de maman n'a fait qu'aggraver les choses. Papa a été promu associé principal dans son cabinet, ce qui signifiait plus d'argent mais encore moins de temps. Vanessa a manipulé cette situation de manière magistrale, utilisant des culpabilisations et des tactiques émotionnelles pour maintenir sa position de favorite. Adrien vient de dépenser $60 en matériel d'art, lui disait-elle, omettant commodément que c'était pour un projet scolaire dont il avait oublié.
où Adrienne a dit « Elle n'a pas besoin que tu viennes à son concert de groupe car elle sait combien tu es occupé », alors que j'attendais avec impatience sa présence. Au moment où j'ai atteint le lycée, Vanessa avait créé un récit entièrement faux à mon sujet auprès de notre père. Selon elle, j'étais rebelle, ingrate et uniquement intéressée par mes amis. La vérité était que je m'étais retiré dans mes études et mon art pour faire face à la perte de ma mère et, de plus en plus, de mon père. La trahison ultime est survenue pendant ma 3e année, lorsque j'ai été nominé pour une prestigieuse bourse d'art. La cérémonie de remise des prix était prévue un jeudi soir et je le rappelais à papa depuis des semaines. La veille au soir, j'ai entendu Vanessa au téléphone avec lui. Adrien m'a dit qu'elle ne voulait pas faire une grande affaire de demain. Elle a dit, en fait, elle a mentionné que ta présence pourrait la rendre nerveuse. Peut-être que tu devrais juste envoyer une carte ou quelque chose comme ça. Le lendemain, je me suis assise seule à la cérémonie, regardant d'autres étudiants avec leurs parents fiers pendant que j'acceptais mon prix. Papa a envoyé un SMS de félicitations mentionnant qu'il avait un dîner important avec un client. J'ai découvert plus tard auprès de son assistante que Vanessa avait appelé son bureau, prétendant que j'avais demandé à reporter la cérémonie, ce qui l'avait amené à réserver un autre engagement. Lorsque je l'ai confrontée, Vanessa s'est contentée de hausser les épaules. « Tu veux toujours toute l'attention. C'est pathétique. » À 18 ans, j'avais hâte de partir à l'université. J'ai postulé dans des écoles de l'autre côté de l'État, désireuse de m'éloigner de l'environnement toxique de ma maison. L'université de Pittsburgh m'a offert une bourse partielle, et je me suis lancé dans la vie universitaire, limitant mes visites à la maison aux vacances majeures, où j'endurais les pics subtils de Vanessa et la politesse distante de mon père. C'est pendant ma 2e année que j'ai rencontré Benjamin. Nous partagions un cours de littérature anglaise et il m'a demandé de lui emprunter mes notes après avoir manqué une conférence à cause de la grippe. Grand, avec des yeux gentils et un sourire rapide, Benjamin étudiait l'ingénierie et avait un esprit logique qui équilibrait ma pensée plus créative. Notre rendez-vous café pour échanger des notes s'est transformé en une conversation de 3 heures, et en un mois, nous étions inséparables. Benjamin venait d'une famille chaleureuse et bruyante qui m'a immédiatement adopté. Sa mère, Laura, professeure de maternelle avec un talent pour faire en sorte que tout le monde se sente spécial. Son père, Henri, un ingénieur civil avec un humour sec, et son jeune frère, Noah, m'ont tous accueilli chez eux comme si j'avais toujours fait partie de la famille. Pendant 4 ans d'université et dans nos débuts professionnels, Benjamin est resté mon rock. Il comprenait mes problèmes familiaux sans jugement, me soutenait lorsque les fêtes avec ma famille me laissaient en larmes et célébrait mes réussites lorsque mon propre père ne les reconnaissait pas. Après l'obtention de mon diplôme, j'ai obtenu un poste dans une société de marketing à Philadelphie, tandis que Benjamin rejoignait un cabinet de conseil en ingénierie dans la même ville. Nous avons loué un petit appartement ensemble, construisant nos carrières et notre relation loin de l'ombre des drames familiaux. J'ai maintenu des appels mensuels obligatoires avec mon père, qui étaient généralement brefs et superficiels. Vanessa, travaillant maintenant dans l'immobilier et vivant toujours dans notre ville natale, a continué à se positionner comme la belle-fille, veillant à me rappeler lors des rares occasions où nous parlions qu'elle était celle qui s'occupait de papa. À 27 ans, j'avais été promue directrice marketing, dirigeant des campagnes pour des clients majeurs et obtenant une reconnaissance dans le secteur. Benjamin avait également progressé dans son domaine, et notre vie ensemble était plus épanouissante que je n'aurais pu l'imaginer. Les blessures de ma famille subsistaient, mais j'avais créé une nouvelle vie où j'étais valorisé et aimé. Benjamin m'a demandé en mariage lors de notre 5e anniversaire. Il avait organisé une journée entière rappelant nos premiers rendez-vous. Petit déjeuner au café où nous avions l'habitude d'étudier, visite au musée d'art que j'aimais et dîner au restaurant italien où nous avions célébré la remise de mon diplôme universitaire. Lorsque le dessert est arrivé, j'ai trouvé une petite boîte en velours à côté de mon tiramisu. « Adrien », a-t-il dit, prenant mes mains sur la table, « ces 5 dernières années ont été les meilleures de ma vie. Ta créativité, ta gentillesse et ta force m'émerveillent chaque jour. Je veux passer le reste de ma vie avec toi. Veux-tu m'épouser ?» La bague était parfaite. Une saphir de style vintage entourée de minuscules diamants. Benjamin m'a plus tard dit qu'il l'avait choisie parce qu'elle lui rappelait mon esprit artistique, unique plutôt que conventionnel. Dans la joie du moment, j'ai repoussé l'anxiété à l'idée de partager notre nouvelle avec ma famille. Pour une soirée parfaite, je voulais simplement être heureuse sans l'ombre des déceptions passées. Le lendemain matin, j'ai appelé mon père. Après nos habituels échanges de politesse,
j'ai pris une profonde inspiration et j'ai partagé ma nouvelle. Papa, je voulais que tu saches que Benjamin m'a demandé en mariage hier soir, et j'ai dit oui. La pause qui a suivi a duré une fraction de seconde de trop. Eh bien, félicitations, a-t-il finalement dit, son ton plus approprié pour entendre parler d'une petite réussite professionnelle que des fiançailles de sa fille. Il semble être un gars bien. Avez-vous fixé une date? Pas d'enthousiasme, pas de questions sur la demande en mariage, pas d'offre de célébrer, juste des demandes pratiques livrées sur le même ton qu'il pourrait utiliser pour discuter d'une transaction commerciale. Pas encore, j'ai répondu, essayant de masquer ma déception. Nous pensons peut-être à l'été prochain. Faites-moi savoir quand vous déciderez. Je devrais vérifier mon calendrier. Après avoir raccroché, je me suis assise sur notre canapé, retenant mes larmes. Benjamin m'a trouvé là et a immédiatement compris. Il finira par comprendre, m'a-t-il assuré, bien que je puisse dire qu'il n'y croyait pas tout à fait lui-même. La réaction de Vanessa a été encore plus révélatrice lorsqu'elle a reçu la nouvelle par SMS avec une photo de la bague. Sa réponse était élogieuse au point d'être visiblement insincère. OMG, félicitations, petite sœur. Tellement heureuse pour toi. Cette bague est si jolie. Les points d'exclamation excessifs ne pouvaient pas masquer ce que je savais être une jalousie bouillonnante. Vanessa, à 32 ans, avait eu une série de relations de courte durée, mais ne semblait jamais trouver quelqu'un prêt à s'engager à long terme. Malgré la réponse tiède de ma famille, nous avons procédé à la planification. Après avoir envisagé diverses options, nous avons fixé le 15 juin comme date de mariage, nous donnant 9 mois pour tout organiser. La date convenait bien à la famille de Benjamin, à mes amis les plus proches et, surtout, mon père a confirmé qu'il était disponible. Nous avons envoyé les cartes Save the Date 8 mois à l'avance, voulant donner à chacun un préavis suffisant. Mon père a reçu la sienne et lors de notre prochain appel, il a semblé quelque peu enthousiaste. Je l'ai mis dans mon calendrier, a-t-il dit. Vanessa en a aussi parlé. En fait, papa, j'ai dit prudemment. J'espérais que tu me conduirais à l'hôtel. Une autre pause, mais cette fois lorsqu'il a parlé, j'ai détecté une émotion authentique dans sa voix. Ce serait un honneur, Adrien. Ce moment de connexion unique m'a donné l'espoir que peut-être mon mariage aiderait à guérir une partie de la distance entre nous. Les mois suivants ont été remplis de visites de lieux, de dégustations de traiteurs et d'essayages de robes. Nous avons trouvé un magnifique hôtel historique à Philadelphie avec une terrasse de jardin pour la cérémonie et une élégante salle de bal pour la réception. La mère de Benjamin, Laura, m'a accompagné lors de nombreux rendez-vous, offrant des suggestions sans être envahissante et exprimant son enthousiasme pour chaque détail. Tu seras la plus belle mariée, m'a-t-elle dit lors de mon premier essayage de robe, les larmes aux yeux alors que je sortais de la cabine dans une robe en dentelle ajustée avec des perles délicates. À ce moment-là, j'ai ressenti l'absence de ma propre mère plus vivement que je ne l'avais fait depuis des années. Laura sembla le sentir, me serrant doucement la main. Ta mère serait si fière de la femme que tu es devenue. Alors que nous continuions à planifier, je me suis également rapproché de l'oncle de Benjamin, Jacques, le beau-frère de sa mère. Jacques était dans la soixantaine, un professeur d'anglais retraité avec des cheveux argentés et des yeux gentils derrière des lunettes à monture métallique. Il ne s'était jamais marié ni n'avait eu d'enfant, mais il gâtait Benjamin et Noah comme s'ils étaient ses fils. Lors des réunions de famille, Jacques prenait toujours soin de m'engager dans des conversations sur les livres, l'art ou mon travail dans le marketing. Contrairement à de nombreux parents plus âgés qui posaient des questions polies mais désintéressées, Jacques écoutait attentivement et offrait des réponses réfléchies. Tu as un œil remarquable pour ce qui touche les gens, m'a-t-il dit après que je lui ai montré une campagne que j'avais développée pour un client à but non lucratif. C'est un don rare. Lors d'un dîner du dimanche chez les parents de Benjamin, Jacques a mentionné qu'il avait réservé une chambre d'hôtel pour le week-end du mariage. Je ne le manquerai pour rien au monde, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. J'ai déjà acheté un nouveau costume pour l'occasion. Son enthousiasme sincère contrastait fortement avec les réponses de ma propre famille. Mon père confirmait sa présence lors de nos appels, mais n'initiait jamais de questions sur les préparatifs du mariage. Vanessa avait refusé d'être demoiselle d'honneur, invoquant des engagements professionnels, bien qu'elle ait dit qu'elle y assisterait. 5 mois avant le mariage, j'ai commencé à remarquer des signes troublants. Vanessa a commencé à faire des commentaires vagues sur les réseaux sociaux à propos d'un grand événement qu'elle organisait. Lorsque j'ai appelé pour lui demander, elle était évasive.
Juste quelque chose pour le travail, a-t-elle dit avec dédain. Rien à craindre. Mais à l'approche de notre mariage, j'ai remarqué plus de postes, de repérage de lieux, de discussions sur les options de traiteur, mentionnant juin comme date cible. Une pointe d'anxiété commença à se former dans mon estomac, mais j'essayais de l'ignorer, me concentrant plutôt sur la finalisation de nos propres plans. Le coup de tonnerre est tombé exactement 3 mois avant le jour de notre mariage. Vanessa m'a appelé un dimanche après-midi, sa voix dégoulinant de fausse douceur. Adrien, je voulais t'en informer personnellement avant que tu ne le voies sur les réseaux sociaux, j'organise une fête pour mes réalisations professionnelles le 15 juin. J'ai enfin atteint mon objectif de vente pour devenir courtière et le cabinet me fait une énorme célébration. Mon sang s'est glacé. Vanessa, c'est le jour de mon mariage. Tu as reçu la carte Save the Date il y a 8 mois. Ai-je? Elle feignit la surprise. Cela a dû m'échapper lorsque je planifiais avec le cabinet. Quoi qu'il en soit, c'est juste une coïncidence que les dates se chevauchent. Mon événement est plutôt dans la journée, à partir de 11 h au Country Club. Il devrait se terminer vers le début de votre cérémonie à 16 h, donc cela fonctionne parfaitement. Parfaitement. J'ai répété, ma voix montant. Tu programmes une fête le jour de mon mariage sachant que papa devra choisir. Papa peut assister aux 2 événements, a-t-elle répondu avec aplomb. Il est si fier de mes réalisations, mais je suis sûr qu'il viendra aussi à ton mariage. Ce n'est pas si loin en voiture. Le Country Club était à près de 2 heures de notre lieu de mariage, rendant physiquement impossible pour quiconque assistant à son événement d'arriver à temps pour notre cérémonie, en particulier pour le père de la mariée, qui devrait être là tôt. Après avoir raccroché, j'ai immédiatement appelé mon père, espérant qu'il verrait à travers la manipulation de Vanessa. Papa, savais-tu que Vanessa avait programmé sa fête de travail le jour de mon mariage? Oui, elle en a parlé, a-t-il répondu avec désinvolture. C'est un moment malheureux, mais ces événements professionnels peuvent être difficiles à reprogrammer. C'est une grande réussite pour elle. Mais papa, comment vas-tu assister aux 2? Tu es censé m'accompagner à l'hôtel. Je vais y arriver, Adrien. J'irai à la première partie de l'événement de Vanessa, puis je viendrai à ta cérémonie. Il n'y a pas besoin d'en faire un problème plus important qu'il ne l'est. Mais au fil des semaines, j'ai senti mon père hésiter. Lors de nos appels, il a commencé à mentionner le trafic entre les lieux, demandant si nous pouvions repousser la cérémonie d'1 heure, se demandant si j'avais vraiment besoin de sa présence pour les photos avant le mariage. Malgré la tension croissante, nos préparatifs de mariage ont continué. Derniers essayages de robes, réunion avec le photographe, confirmation des arrangements floraux et assemblage de sacs d'accueil pour les invités venant d'ailleurs m'ont tenu occupé. Benjamin et sa famille sont restés de soutien, bien que je puisse dire qu'ils étaient de plus en plus préoccupés par l'engagement de mon père. Puis, juste 2 semaines avant le mariage, j'ai reçu l'appel qui a confirmé mes pires craintes. C'était un mardi soir et j'étais en train de réviser les plans de table lorsque mon téléphone a sonné avec le numéro de mon père. Adrien, a-t-il commencé, sa voix mal à l'aise. J'ai besoin de te parler du mariage. La formalité de son ton me disait tout avant même qu'il ne continue. J'ai réfléchi à la logistique du 15 juin et je ne pense pas pouvoir arriver à temps pour la cérémonie. L'événement de Vanessa est très important pour sa carrière, et en tant que son père, je dois être là pour tout. Le timing ne convient tout simplement pas. J'ai serré le téléphone, luttant pour garder ma voix ferme. Tu choisis de ne pas m'accompagner à l'hôtel lors de mon mariage. Il ne s'agit pas de choisir, a-t-il dit sur la défensive. Il s'agit de logistique. L'événement de Vanessa est plus tôt et je ne peux pas être à 2 endroits à la fois. Peut-être que tu pourrais demander au père de Benjamin de t'accompagner à l'hôtel. Ou au père de ton ami. Je suis sûr que quelqu'un d'autre peut le faire. Quelqu'un d'autre. Comme si accompagner votre fille à l'hôtel était une tâche interchangeable qui pouvait être déléguée à un étranger. Je vois. J'ai réussi à dire, ma voix à peine audible. Je viendrai quand même à la réception, a-t-il ajouté, comme s'il offrait un compromis généreux. Je devrais pouvoir y arriver vers 19 h, selon le trafic. Après avoir marmonné un au revoir, j'ai laissé tomber le téléphone et me suis effondré par terre en larmes. Benjamin m'a trouvé là 20 minutes plus tard lorsqu'il est rentré du travail, se précipitant immédiatement à mes côtés. Il ne vient pas, j'ai sangloté contre son épaule.
Il choisit la fête de Vanessa plutôt que de m'accompagner à l'hôtel. Benjamin m'a serré fort, sa propre colère étant évidente dans ses épaules tendues et sa mâchoire serrée. Je suis tellement désolé, Adrien. Il ne te mérite pas. Cette nuit-là, alors que nous étions couchés dans notre lit, discutant des options, Benjamin a doucement soulevé la possibilité de reporter le mariage. Nous pourrions le déplacer à une autre date, a-t-il suggéré. Donnez à votre père aucune excuse pour ne pas être là. La pensée m'avait aussi traversé l'esprit. Mais quelque chose en moi s'y est opposé. Non, ai-je dit fermement. Je ne vais pas réorganiser notre mariage à cause des manipulations de Vanessa. C'est exactement ce qu'elle veut. Le lendemain, la mère de Benjamin a appelé pour vérifier les détails du mariage et a immédiatement senti que quelque chose n'allait pas. Je me suis retrouvé à lui raconter toute l'histoire au téléphone. « Oh, ma chérie », a dit Laura, sa voix remplie de sollicitude maternelle. « Je n'arrive pas à croire que ton père te fasse ça. Je ne sais pas quoi faire, j'ai avoué. Une partie de moi veut l'appeler et le supplier de reconsidérer, mais je sais que c'est ce que Vanessa attend. Elle veut que j'aie l'air désespéré. »« Écoute-moi », a dit Laura fermement. « C'est ton jour, le tien et celui de Benjamin. Ne laisse personne le diminuer. Ton père fait un choix qu'il regrettera toute sa vie, mais c'est son fardeau à porter, pas le tien. » Ces mots m'ont donné de la force, mais la question demeurait, qui m'accompagnerait à l'hôtel ? Le traditionnel moment père-fille avait été quelque chose dont j'avais rêvé malgré notre relation difficile. L'idée de marcher seul ressemblait à une reconnaissance publique du rejet de mon père. Plus tard dans la semaine, j'ai reçu un appel inattendu de l'oncle de Benjamin, Jacques. Benjamin m'a raconté ce qui s'est passé, a-t-il dit doucement. J'espère que ça ne te dérange pas qu'il le partage. Bien sûr que non, j'ai répondu, touché qu'il m'appelle pour prendre de mes nouvelles. Je sais que c'est une période difficile, a continué Jacques. Les déceptions familiales sont les plus profondes. Quelque chose dans son ton suggérait une expérience personnelle de cette douleur. On dirait que tu comprends. Une pause. Plus que tu ne pourrais l'imaginer. Mon propre père a refusé d'assister à ma remise de diplôme universitaire parce qu'il désapprouvait mon choix d'étudier la littérature plutôt que le commerce. Certaines blessures ne guérissent jamais complètement, mais nous avons appris à construire de belles vies malgré elles. Sa sagesse et sa gentillesse ont fait couler de nouvelles larmes dans mes yeux. Merci de comprendre, Jacques. N'importe quand, ma chérie. Et souviens-toi, la famille, ce n'est pas seulement le sang. C'est ceux qui sont là pour toi quand ça compte. Une semaine avant le mariage, j'ai atteint mon point le plus bas émotionnellement. Malgré les emails enthousiastes des amis arrivant en ville et les confirmations finales des fournisseurs, je me suis retrouvé assise sur le sol de notre salle de bain à minuit, submergé par le chagrin. Le mariage que j'avais planifié se déroulait parfaitement, à l'exception du trou béant laissé par l'absence de mon père. Le lendemain matin, Benjamin a suggéré que je rencontre sa mère pour déjeuner. « Maman veut vraiment te voir », a-t-il dit. « Juste vous deux. » Laura m'attendait à une table tranquille dans un petit café lorsque je suis arrivé. Elle s'est levée pour me serrer fort dans ses bras avant que nous nous asseyions. « Benjamin s'inquiète pour toi », a-t-elle dit, tendant la main pour me serrer la main. « Nous sommes tous inquiets. » J'essaie d'être forte, j'ai répondu, remuant mon thé sans le boire. Je continue à me dire que ça n'a pas d'importance, que je suis mieux sans papa là si c'est comme ça qu'il me traite. Mais ensuite, je pense à entrer seul dans la cérémonie et je me sens abandonné. Laura a terminé doucement. Il est normal de ressentir cela, Adrien. Ce que fait votre père est mal, et vous avez tout à fait le droit d'être blessé. Nous avons commandé le déjeuner, bien que j'ai peu d'appétit. Alors que nous picorions nos salades, Laura semblait rassembler ses pensées. Il y a quelque chose que je pense que tu devrais savoir, a-t-elle finalement dit. Quelque chose à propos de Jacques qui pourrait t'aider à comprendre pourquoi il t'a appelé. Je l'ai regardée curieuse. Qu'est-ce qu'il y a? Jacques est en fait le frère de mon défunt mari, a expliqué Laura. Lorsque j'ai rencontré Henri, Jacques était déjà en froid avec leurs parents. Leur père était un homme très rigide et traditionnel qui n'avait jamais pardonné à Jacques d'avoir choisi l'académie plutôt que l'entreprise de construction familiale. J'ai hoché la tête, me rappelant le commentaire de Jacques sur son père qui manquait à sa remise de diplôme. Ce que tu ne sais peut-être pas, c'est que j'étais marié une fois avant Henri, a continué Laura.
Une union brève et malheureuse quand j'étais très jeune. Lorsque j'ai décidé d'épouser Henri, mon père a refusé d'y assister parce qu'il pensait que c'était une honte pour moi d'avoir un second mariage. Il a dit que cela l'embarrasserait devant ses amis. C'est terrible, j'ai murmuré. C'est Jacques qui a proposé de m'accompagner à l'hôtel, a-t-elle dit, un petit sourire se formant. Il comprenait ce que c'était d'être rejeté par un parent. Il m'a dit, Laura, tu mérites d'être donnée par quelqu'un qui célèbre ton bonheur, pas par quelqu'un qui le juge. Son histoire a résonné profondément avec ma situation. Je n'avais aucune idée que Jacques avait fait ça pour toi. Il n'a jamais eu d'enfant, a continué Laura. Mais il a été le plus merveilleux oncle pour Benjamin et Noah. Il assiste à toutes les pièces de théâtre, toutes les remises de diplômes, tous les moments importants. Il est là, Adrien. C'est ce que fait la vraie famille. L'implication de son histoire était claire, mais elle était trop discrète pour le dire directement. Pourtant, l'idée a commencé à se former dans mon esprit. Penses-tu? J'ai commencé timidement. Serait-il inapproprié de demander à Jacques s'il voulait bien m'accompagner à l'hôtel? Les yeux de Laura se sont remplis de larmes. Oh, ma chérie. Je pense que cela signifierait beaucoup pour lui, mais cela doit être ta décision, pas quelque chose que tu te sens obligé de faire. J'ai passé la journée suivante à considérer l'idée, à la retourner dans ma tête. Jacques avait toujours montré un intérêt sincère pour ma vie, et n'avait été que gentil avec moi depuis que j'étais entré dans la famille de Benjamin. Il y avait quelque chose de poétique à être accompagné à l'hôtel par quelqu'un qui comprenait vraiment le rejet parental. Ce soir-là, j'ai appelé Jacques et lui ai demandé si nous pouvions nous rencontrer pour un café le lendemain. Il a accepté immédiatement et nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un café-librairie près de son appartement. Quand je suis arrivé, Jacques était déjà là, une pile de livres sur la table et 2 cafés qui attendaient. J'ai pris la liberté de commander ton habituel, a-t-il dit avec un sourire chaleureux. Latte à la vanille avec un shot supplémentaire, n'est-ce pas? Le fait qu'il se souvienne d'un détail aussi minime sur moi ne faisait que confirmer ce que je savais déjà sur son caractère. Après une petite conversation sur les livres qu'il avait achetés, j'ai rassemblé mon courage. Jacques, il y a quelque chose que je voulais te demander. Il a posé sa tasse de café, me donnant toute son attention. N'importe quoi, Adrien. Je ne sais pas si Benjamin te l'a dit, mais mon père a décidé de ne pas m'accompagner à l'hôtel. Les mots me blessaient encore en les disant à voix haute. Jacques a hoché la tête solennellement. Benjamin a mentionné qu'il y avait eu un conflit. Je suis vraiment désolé que tu vives cela. J'ai pris une profonde inspiration. Laura m'a raconté comment tu l'avais accompagnée à son mariage avec Henri et combien cela avait été significatif pour elle. Je me demandais. Je serais honoré si tu pouvais envisager de faire de même pour moi. L'expression de Jacques est passée de la surprise à une émotion profonde. Pendant un moment, il a semblé incapable de parler, ses yeux brillants de larmes contenues. Adrien, a-t-il finalement dit, sa voix épaisse. Je ne peux pas te dire ce que cela signifie pour moi. Es-tu certaine? Cela devrait être un moment spécial avec quelqu'un de proche. Je suis absolument certaine, j'ai répondu, me sentant de plus en plus confiante. Tu m'as montré plus d'intérêt et de soutien sincère au cours des années où je te connais que mon père depuis une décennie. Je serais fier de t'avoir pour m'accompagner à l'hôtel. Jacques a tendu la main à travers la table et a pris la mienne. Alors j'accepte de tout cœur. Ce serait l'un des plus grands honneurs de ma vie. Le poids qui m'écrasait depuis des semaines s'est soudainement allégé. Jacques avait raison. La famille, c'est ceux qui sont là, pas seulement ceux avec qui on partage un ADN. Les derniers jours avant le mariage ont été un tourbillon d'activités. Confirmation finale des fournisseurs, sacs d'accueil à assembler, invités de l'extérieur commençant à arriver. Malgré tout cela, j'ai ressenti un nouveau sentiment de paix quant à ma décision. J'ai fait une dernière tentative pour contacter mon père, l'appelant 3 jours avant le mariage. Papa, je voulais juste confirmer si tu comptes toujours venir à la réception. Oui, je devrais pouvoir y aller après l'événement de Vanessa, a-t-il répondu, semblant distrait. Probablement vers 19h30 ou 20h. J'ai avalé difficilement. Je voulais aussi que tu saches que j'ai demandé à l'oncle de Benjamin, Jacques, de m'accompagner à l'hôtel. Une pause. Qui? Jacques Harris. L'oncle de Benjamin. Il a été très de soutien tout au long de notre relation.
Je vois. Son ton était illisible. Eh bien, je suppose que quelqu'un doit le faire si je ne peux pas arriver à temps. Sa réponse dédaigneuse n'a fait que confirmer que j'avais fait le bon choix. La veille du mariage, nous avons organisé un petit dîner de répétition dans un restaurant près de l'hôtel. Jacques y a assisté, semblant distingué dans un costume gris anthracite. Pendant le dîner, il s'est levé pour porter un toast qui a fait verser des larmes à beaucoup d'yeux. À Adrien et Benjamin, a-t-il dit, levant son verre. Le véritable amour, ce n'est pas seulement trouver la bonne personne, mais aussi créer une famille de choix qui vous soutient et vous célèbre. J'ai vu votre relation s'épanouir au fil de ces années, et le soin et le respect que vous vous témoignez me donnent espoir pour l'avenir. Je suis profondément honoré de jouer un petit rôle dans votre journée spéciale demain. Plus tard dans la soirée, alors que les invités partaient, j'ai vérifié les réseaux sociaux une dernière fois et j'ai vu des posts de Vanessa sur sa célébration de carrière. Les photos ne montraient rien de plus que de simples décorations dans son appartement avec une douzaine de personnes maximum identifiées. Ce n'était clairement pas le grand événement d'entreprise qu'elle avait décrit, juste une fête de maison ordinaire qu'elle avait spécialement programmée pour entrer en conflit avec mon mariage. La connaissance aurait dû me blesser, mais à la place, j'ai ressenti un étrange sentiment de clarté. Les écailles étaient enfin tombées de mes yeux quant à la véritable nature des sentiments de ma sœur envers moi. Sa jalousie était si profonde qu'elle saboterait l'un des jours les plus importants de ma vie simplement par dépit. J'ai fermé l'application et éteint mon téléphone, déterminé à ne pas laisser sa négativité m'atteindre à la veille de mon mariage. Demain serait consacré à l'amour, pas aux drames familiaux. Je me suis réveillé le jour de mon mariage au soleil filtrant à travers les rideaux de la chambre d'hôtel. Mes 3 demoiselles d'honneur, toutes amies de l'université et du travail, sont arrivées tôt avec du café et des pâtisseries, leur enthousiasme étant contagieux. Le coiffeur et le maquilleur sont arrivés à 9 h, et le processus de préparation a commencé sérieusement. Pendant que mon amie Sophia se faisait coiffer, mon téléphone a sonné avec un message de mon père. Bonne chance aujourd'hui. L'événement de Vanessa commence à 11 h. Si cela se termine tôt, je pourrais peut-être venir à la réception vers 19 h ou 20 h. Garde-moi du gâteau. Pas un mot de regret pour avoir manqué la cérémonie. Même pas un félicitations ou un je t'aime. Juste un rappel que la fête de Vanessa était sa priorité. J'ai tendu le téléphone à ma demoiselle d'honneur, Zoé, incapable de répondre. Elle l'a lu et a secoué la tête avec incrédulité. Il est incroyable, a-t-elle murmuré, me donnant un câlin de soutien. Essaie de ne pas laisser ça gâcher ta journée. Vers midi, on a frappé à la porte de la suite de l'hôtel. Quand Sophia l'a ouverte, Jacques était là, impeccablement vêtu de son smoking, tenant une petite boîte cadeau. « J'espère que je n'interromps pas les préparatifs », a-t-il dit. Je voulais juste déposer ça pour Adrien avant la cérémonie. Je l'ai invité à entrer, touché par sa prévenance. Les demoiselles d'honneur se sont discrètement retirées dans la chambre de la suite pour nous laisser un moment d'intimité. « Tu es absolument radieuse », a dit Jacques, ses yeux plissés d'une sincère chaleur. Benjamin est un jeune homme très chanceux. Merci d'être passé, j'ai répondu. Et pour tout le reste. Jacques m'a tendu la petite boîte. Je voulais que tu aies ça aujourd'hui. Elle appartenait à ma mère, et je la gardais pour une occasion spéciale. À l'intérieur se trouvait un délicat mouchoir vintage bordé de dentelles complexes et brodé de minuscules fleurs bleues. Quelque chose d'ancien, quelque chose de bleu, a expliqué Jacques. Ma mère l'a porté le jour de son mariage en 1930. J'ai pensé que tu aimerais peut-être l'avoir avec toi aujourd'hui. Des larmes ont coulé dans mes yeux à ce geste. C'est magnifique, Jacques. Je serais honoré. Il y a une chose de plus, a-t-il ajouté, en mettant la main dans sa poche. Laura m'a demandé de te donner ça. C'était censé être une surprise. Il m'a tendu une petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait un délicat bracelet en argent avec une seule breloque, un pinceau croisé avec un stylo. Elle s'est souvenue que tu lui avais dit que tu aimais autant écrire que peindre quand tu étais enfant, a expliqué Jacques. Elle voulait que tu aies un rappel de ton esprit créatif le jour de ton mariage. La prévenance de ce geste m'a submergé. Ces personnes qui n'avaient aucune obligation envers moi par le sang avaient montré plus de soucis pour mon bonheur que ma propre famille. S'il te plaît, remercie-la de ma part. J'ai réussi à attacher le bracelet à mon poignet. Je la remercierai correctement plus tard,
mais cela signifie beaucoup. Jacques a hoché la tête, comprenant l'émotion derrière mes mots. Je devrais vous laisser continuer à vous préparer. Je vous verrai avant la cérémonie. Au fur et à mesure de l'après-midi, j'ai essayé de me concentrer sur la joie de la journée plutôt que sur l'absence de mon père. Mes demoiselles d'honneur m'ont aidé à enfiler ma robe, une robe en dentelle ajustée avec des perles délicates et un décolleté en cœur. Avec mes cheveux relevés en un chignon élégant, ornés de petites fleurs blanches, les boucles d'oreilles en perles de ma mère, le bracelet de Laura, et le mouchoir de Jacques glissé dans mon bouquet, je me suis senti prête à monter à l'hôtel. À 15h30, le photographe a frappé à la porte pour les photos avant la cérémonie. Alors que nous terminions, il y a eu une autre frappe. C'était la mère de Benjamin, Laura. Oh, Adrien, a-t-elle soufflé, les yeux remplis de larmes. Tu es absolument magnifique. Elle m'a serré prudemment dans ses bras, en faisant attention à ma robe. Jacques vous attend dans le hall dès que vous serez prête. 10 minutes avant 16h, je me suis dirigé vers la terrasse du jardin où aurait lieu la cérémonie. À travers les portes vitrées, je pouvais voir les 90 invités assis sur des chaises blanches, l'arche florale où Benjamin attendait, avec l'officiant et le quatuor à cordes jouant doucement. Jacques attendait dans la petite antichambre, semblant légèrement nerveux mais composé. Quand il m'a vu, son expression était pure fierté. « Prête ?» a-t-il demandé doucement. J'ai hoché la tête, soudain trop ému pour parler. Jacques m'a offert son bras, et tandis que les premières notes de canon auraient commencé à jouer, les portes se sont ouvertes devant nous. En descendant l'allée avec Jacques à mes côtés, j'ai ressenti un curieux mélange d'émotions. Il y avait toujours une pointe de tristesse que mon père ait choisi de manquer ce moment, mais elle était éclipsée par la gratitude envers l'homme qui s'était présenté avec tant de grâce et de gentillesse. Le visage de Benjamin, alors qu'il me regardait approcher, valait chaque moment de planification, chaque drame familial, chaque larme versée. Ses yeux brillaient d'amour et d'émerveillement. Et à ce moment-là, j'ai su avec une certitude absolue que nous créions notre propre famille, une famille bâtie sur le respect mutuel et le soin sincère. La cérémonie a été tout ce que j'avais espéré. Nous avons échangé des vœux que nous avions écrits nous-mêmes, promettant de soutenir les rêves de l'autre, de communiquer honnêtement et de nous choisir chaque jour. Lorsque l'officiant nous a déclarés mari et femme, les applaudissements de nos invités ont semblé nous envelopper comme une étreinte. L'heure du cocktail et le dîner qui ont suivi ont été remplis de rires, de toasts et de danses. Le père de Benjamin a prononcé un discours sincère me souhaitant la bienvenue dans la famille, et le toast de Jacques a fait verser des larmes de joie à beaucoup d'yeux alors qu'il parlait du privilège de voir le jeune amour s'épanouir et grandir. Vers 20h30, il était clair que mon père n'arriverait même pas à la réception. J'ai essayé de ne pas laisser cela gâcher mon humeur alors que Benjamin et moi partagions notre première danse sur notre chanson préférée. Au fur et à mesure de la soirée, j'ai remarqué l'arrivée de mon cousin Thomas, semblant légèrement ébouriffé. Thomas était le neveu de ma mère, et bien que nous n'étions pas extrêmement proches, il avait toujours été gentil avec moi. Il était aussi l'un des rares membres de la famille à avoir maintenu des relations avec Vanessa et moi au fil des années. Après l'avoir salué par un câlin, j'ai commenté son arrivée tardive. « Je suis tellement désolé », a-t-il dit, l'air sincèrement désolé. Je suis passé par l'événement de Vanessa d'abord, pensant que je pouvais faire les deux. Mais Adrien, il y a quelque chose que tu devrais savoir. Il m'a guidé vers un coin tranquille de la salle de réception, son expression sérieuse. Cette fête que Vanessa a eue aujourd'hui, ce n'était pas ce qu'elle avait dit à tout le monde. Ce n'était pas du tout un... Mon estomac s'est serré. Qu'est-ce que tu veux dire? C'était juste un rassemblement ordinaire dans son appartement, peut-être 15 personnes au total, principalement ses amis de la salle de sport et quelques collègues. Il n'y avait aucune reconnaissance d'entreprise, aucune célébration de succès. J'ai demandé à sa collègue Sarah à propos de la promotion de courtier et elle avait l'air complètement confuse. Les implications étaient stupéfiantes, elle a donc menti à propos de tout cela juste pour créer un conflit avec mon mariage. Thomas a hoché la tête avec gravité. Ce n'est pas tout. Je l'ai entendu parler à ton père. Elle lui dit depuis des mois que tu ne voulais pas vraiment qu'il soit là, que tu lui avais seulement demandé de t'accompagner à l'hôtel par obligation. Quoi? C'est complètement faux. Je sais. Et il y a plus. Thomas a sorti son téléphone et m'a montré un échange de SMS entre lui et Vanessa remontant à des mois. Dedans, Vanessa admettait ouvertement avoir programmé sa fête le jour de mon mariage délibérément.
Elle voulait obliger ton père à choisir, a expliqué Thomas. Et elle s'est assurée qu'il la choisirait en lui disant que tu avais dit des choses horribles sur lui à la famille. La révélation était à la fois choquante et étrangement validante. Toutes ces années, j'avais pensé être paranoïaque à propos des manipulations de Vanessa. Mais voici la preuve qu'elle avait activement saboté ma relation avec notre père. Papa est au courant de tout ça? J'ai demandé. Thomas a secoué la tête. Je ne pense pas. J'ai essayé de le lui dire aujourd'hui, mais Vanessa n'arrêtait pas d'interrompre et a fini par l'entraîner. Je suis tellement désolé, Adrien. J'aurais dû réaliser ce qui se passait plus tôt. J'ai serré mon cousin dans mes bras, reconnaissante de son honnêteté. Merci de me l'avoir dit, Thomas. Au moins maintenant je connais la vérité. Alors que la réception continuait, j'essayais de traiter ces nouvelles informations. Une partie de moi voulait appeler mon père immédiatement et dénoncer les mensonges de Vanessa, mais une autre partie reconnaissait que c'était le jour de mon mariage, et que je méritais d'en profiter sans drames familiaux. J'ai rejoint Benjamin sur la piste de danse, repoussant momentanément les pensées de ma sœur et de mon père. Ce jour était consacré à notre amour et à notre avenir, pas au passé douloureux. La réception tirait à sa fin vers 22h30 avec seulement une quarantaine d'invités restants lorsque j'ai remarqué une agitation près de l'entrée. Mon cœur a raté un battement lorsque j'ai reconnu la grande silhouette de mon père entrant dans la salle de bal, semblant mal à l'aise dans un costume qui semblait mis à la hâte. Benjamin l'a remarqué en même temps et m'a serré la main. « Tu veux que je fasse écran ?» J'ai secoué la tête. « Non, je dois gérer ça. » Mon père s'est approché maladroitement, tenant un petit sac cadeau. « Félicitations, » a-t-il dit sèchement, se penchant pour un câlin tout aussi sec. « Désolé d'être en retard. » L'événement de Vanessa a duré plus longtemps que prévu. La façon désinvolte dont il a mentionné avoir manqué toute la cérémonie de mon mariage m'a fait bouillir le sang, mais j'ai gardé mon calme. Je suis contente que tu aies pu venir pour la dernière heure de la réception. S'il a détecté le sarcasme dans ma voix, il ne l'a pas reconnu. Au lieu de cela, il a jeté un coup d'œil autour de la pièce, observant les décorations élégantes, les restes du gâteau de mariage, le petit groupe d'invités toujours en train de danser. On aurait dit que c'était un beau mariage, a-t-il commenté, comme s'il parlait d'un film qu'il avait manqué. C'était magnifique, j'ai répondu. Parfait, en fait. Un silence inconfortable s'est installé entre nous avant qu'il ne me tende le sac cadeau. C'est de la part de Vanessa et moi. Un ensemble de verres à vin en cristal. Merci, j'ai dit, posant le sac sans l'ouvrir. Tu veux boire un verre? Le bar est toujours ouvert. Il a hoché la tête, et nous sommes allés au bar ensemble. Pendant que le barman préparait son scotch, mon père a finalement posé la question à laquelle je m'attendais. Alors, qui t'a finalement accompagné à l'hôtel? Jacques Harris, ai-je répondu, Benjamin Essincle. Mon père a légèrement froncé les sourcils. Le vieil homme en smoking marine, celui qui a porté ce toast plus tôt. J'ai hoché la tête, scannant la pièce et repérant Jacques en train de discuter avec Laura et Henri à une table voisine. Oui, c'est lui. Tu as fait accompagner par un étranger à ton mariage. Son ton était incrédule, comme si j'avais fait un choix absurde. Ce n'est pas un étranger pour moi, ai-je dit fermement. Il fait partie de la famille de Benjamin depuis des années, et il a montré plus d'intérêt pour ma vie et mon bonheur que toi depuis très longtemps. Le visage de mon père est devenu rouge de colère. Ce n'est pas juste, Adrien. Je t'ai toujours soutenu. M'as-tu soutenu? J'ai contesté, les années de rancœur remontant enfin à la surface. Tu as manqué la cérémonie de bourse d'art au lycée parce que Vanessa t'a dit que je ne voulais pas de toi. Tu as oublié le dîner de remise de diplôme universitaire jusqu'à ce que les parents de Benjamin te le rappellent. Et maintenant, tu as sauté la cérémonie de mon mariage pour la fausse fête de Vanessa. Fausse fête? De quoi parles-tu? À ce moment-là, Thomas s'est approché de nous. Oncle Richard, je suis content que tu sois arrivé, même si c'est juste pour la fin de la réception. Mon père a hoché la tête sèchement. Thomas, qu'est-ce que cette histoire d'Adrien à propos de la fête de Vanessa qui est fausse? Thomas nous a regardés, réalisant clairement qu'il était tombé dans une conversation tendue. Je disais juste à Adrien plutôt que la fête d'aujourd'hui n'était pas un événement professionnel. C'était juste un rassemblement ordinaire chez Vanessa. Ce ne peut pas être vrai, a insisté mon père.
Vanessa a dit que c'était pour sa promotion de courtier. Le cabinet sponsorisait ça. J'ai demandé à sa collègue Sarah à ce sujet, a répondu Thomas calmement. Il n'y a pas eu de promotion, pas d'événement d'entreprise. C'était juste une fête que Vanessa a planifiée le même jour que le mariage d'Adrien. L'expression de mon père est passée de l'incrédulité à la confusion. Avant qu'il ne puisse répondre, Jacques s'est approché de notre petit groupe. Adrien, Benjamin te cherche. Il est presque temps pour le départ au flambeau. Mon père a regardé Jacques avec une hostilité à peine dissimulée. Tu dois être l'oncle qui a accompagné ma fille à l'hôtel. Jacques a tendu la main poliment. Jacques Harris, tu dois être Richard. C'est bien de te rencontrer enfin. Mon père a ignoré la main tendue. Je ne comprends pas pourquoi ma fille a eu besoin d'un étranger pour prendre ma place à son mariage. Papa, arrête ça. J'ai sifflé, mortifié par son comportement. Jacques est resté calme. Je peux comprendre votre confusion. Ce fut un honneur de soutenir Adrien en ce jour spécial, sachant à quel point la cérémonie était importante pour elle. Important pour elle, mon père a ricané. Si c'était si important, elle aurait pu la programmer un jour qui ne se chevauche pas avec l'événement de sa sœur. Mon mariage a été programmé il y a 9 mois, j'ai interjeté. Vanessa a délibérément planifié sa fête le même jour, et Thomas en a la preuve. Thomas a montré à contre-cœur à mon père les SMS de Vanessa, où elle déclarait explicitement son intention de créer un conflit. Mon père les a lus, son visage devenant de plus en plus pâle. Ce ne peut pas être vrai, a-t-il marmonné. Vanessa ne ferait pas ça. Elle le fait depuis des années, papa, j'ai dit, ma voix brisée. Elle a délibérément creusé un fossé entre nous depuis la mort de maman. Elle t'a menti en disant que je ne voulais pas de toi à ma cérémonie artistique, que je ne me souciais pas de ta présence à mon dîner de remise de diplôme, et maintenant sur le fait que je ne voulais pas vraiment que tu m'accompagnes à l'hôtel. Mon père a eu l'air sincèrement choqué. Elle m'a dit, tu as dit que ma présence serait embarrassante car nous ne sommes plus proches. Elle a dit, tu m'as seulement demandé par obligation. Ce n'est absolument pas vrai, j'ai insisté. Je voulais que tu sois là. J'ai toujours voulu que tu sois dans ma vie. La réalisation a semblé frapper mon père d'un coup, les années de manipulation devenant soudainement claires pour lui. Son expression est passée de la confusion à la colère. Je dois parler à Vanessa, a-t-il dit sèchement, sortant son téléphone. Pas maintenant, j'ai plaidé. C'est la réception de mon mariage. Mais il était déjà en train de composer, s'éloignant de notre groupe. Je pouvais l'entendre parler avec des tons rudés en colère juste à l'extérieur des portes de la salle de bal. Jacques a posé une main douce sur mon épaule. Je suis tellement désolé pour ça, Adrien. Dois-je aller chercher Benjamin? J'ai hoché la tête avec gratitude, me sentant submergé par la confrontation. Jacques a disparu dans la foule, revenant quelques instants plus tard avec mon nouveau mari. Benjamin a rapidement compris la situation, me mettant un bras protecteur autour de moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Avant que je puisse expliquer, mon père est revenu, le visage rougi de colère. Vanessa m'a raccroché. Je vais chez elle tout de suite pour obtenir la vérité. Papa, s'il te plaît. J'ai dit, est-ce que ça peut attendre jusqu'à demain? C'est censé être une célébration. Je dois savoir si ce que tu dis est vrai, a-t-il insisté si Vanessa m'a menti toutes ces années. Elle l'a fait, a confirmé Thomas calmement. Je suis désolé, oncle Richard, mais c'est vrai. Mon père m'a regardé, puis Jacques, qui se tenait de manière solidaire à côté de Benjamin et moi. Quelque chose en nous voyant ensemble semblait déclencher une nouvelle vague de colère en lui. Alors tu m'as remplacé par lui, a-t-il demandé, en désignant Jacques. Un vieil homme quelconque que tu connais à peine. Jacques s'est avancé, sa voix calme mais ferme. Monsieur Evans, je comprends que vous soyez contrarié, mais ce n'est ni le moment ni le lieu pour cette conversation. Aujourd'hui, il s'agit du mariage d'Adrien et Benjamin, pas des griefs passés. Ne me dis pas ce qu'est cette journée. Mon père a claqué. C'est ma fille. Alors peut-être que vous auriez dû agir comme son père, a répondu Jacques calmement. Être un père, c'est se présenter non seulement quand c'est pratique, mais quand ça compte le plus. La simple vérité des paroles de Jacques a semblé frapper mon père comme un coup physique. Il a regardé Jacques puis moi,
sa colère se dégonflant soudainement en quelque chose qui ressemblait presque à de la honte. « Je dois y aller », a-t-il dit brusquement. « Je dois parler à Vanessa. » Sans un autre mot, il s'est retourné et est sorti du bal, laissant un silence inconfortable dans son sillage. Benjamin m'a serré. « Tu vas bien ?» J'ai hoché la tête, bien que des larmes menaçaient. J'aurais juste aimé qu'il voie la vérité plus tôt. La présence constante de Jacques à nos côtés était réconfortante. Les révélations familiales ne sont jamais faciles, Adrien, mais parfois elles sont nécessaires à la guérison. Laura et Henri nous ont rejoints, ayant été témoins de la confrontation à distance. Laura m'a serré fort. Ne laisse pas cela éclipser ta magnifique journée. Toi et Benjamin méritez tout le bonheur du monde. Nous avons rejoint les invités restants pour le départ au flambeau, créant un tunnel de lumière magique alors que Benjamin et moi courions vers notre voiture qui nous attendait. Malgré la confrontation avec mon père, j'ai ressenti un curieux sentiment de paix en partant. La vérité était enfin révélée, et quoi qu'il arrive ensuite, j'avais une nouvelle famille qui me valorisait vraiment. Benjamin et moi avons passé 2 semaines de lune de miel idyllique en Grèce, explorant des ruines antiques le jour et profitant de dîners romantiques au bord de la Méditerranée la nuit. La distance par rapport aux drames familiaux m'a permis de digérer tout ce qui s'était passé et de prendre du recul sur les révélations du jour de mon mariage. J'avais désactivé les notifications de mon père et de Vanessa, déterminé à profiter de ce moment spécial avec mon nouveau mari. Mais lorsque nous sommes retournés à notre appartement à Philadelphie, la réalité nous attendait dans ma messagerie vocale et ma boîte de réception. Il y avait 5 messages de mon père, chacun devenant progressivement plus apologétique. Le dernier, laissé 3 jours avant notre retour, était particulièrement cru. « Adrien, je ne sais pas si tu écoutes ces messages, mais je dois te dire que tu avais raison à propos de Vanessa. Après le mariage, je suis allé chez elle et je l'ai confrontée avec les SMS que Thomas m'avait montrés. Au début, elle a tout nié. Mais lorsque j'ai insisté, elle a finalement admis la vérité. Elle nous manipulait tous les deux depuis des années, me disant que tu ne voulais pas de moi dans ta vie, tout en te disant que j'étais trop occupé pour toi. Je n'arrive pas à croire que j'ai été si aveugle. Je comprends si tu ne veux plus jamais me parler, mais j'espère qu'un jour tu me donneras une chance de réparer ça. Je suis tellement désolé d'avoir manqué ton mariage. C'était impardonnable. » Il n'y avait pas de message de Vanessa, mais un email en un paragraphe indiquant qu'elle prenait du temps loin des drames familiaux et qu'elle voyagerait pour le travail indéfiniment. Je me suis assise sur notre canapé, fixant mon téléphone longtemps après la fin des messages. Benjamin s'est assis à côté de moi, me tenant la main en soutien silencieux. « À quoi penses-tu » a-t-il finalement demandé. « Je ne sais pas », j'ai admis. Une partie de moi se sent vindiquée que papa ait enfin vu la vérité sur Vanessa, mais une autre partie est simplement triste pour toutes ces années que nous avons perdues. Veux-tu le rappeler ? J'ai considéré la question avec soin. Pas encore. J'ai besoin de temps pour comprendre ce que je veux de cette relation à l'avenir, si je veux même en avoir une. Les quelques semaines suivantes ont été chargées de cartes de remerciements, de retour au travail et de stabilisation de notre vie de couple. J'ai maintenu le contact avec la famille de Benjamin, en particulier Jacques, qui appelait tous les dimanches soirs pour prendre de mes nouvelles. « Comment vas-tu, Adrien ?» me demandait-il, sa voix chaleureuse de sincère préoccupation. Nos conversations allaient des livres que nous lisions au projet de travail, en passant par des discussions plus profondes sur la famille et le pardon. Jacques ne me faisait jamais pression pour me reconnecter avec mon père, mais ses propres expériences offraient une perspective précieuse. Le pardon, ce n'est pas excuser le comportement, m'a-t-il dit lors d'un appel. C'est se libérer du fardeau du ressentiment. Quoi que tu décides concernant ta relation avec ton père, assure-toi que cela t'apporte la paix. Un mois après notre retour, j'ai finalement appelé mon père. Nous nous sommes arrangés pour nous rencontrer dans un lieu neutre, un café à mi-chemin entre Philadelphie et Allentown. Il était déjà là quand je suis arrivé, ayant l'air plus âgé et plus fatigué que je ne me souvenais de lui au mariage. Il s'est levé maladroitement alors que j'approchais de la table. « Adrien, merci d'être venu », a-t-il dit, la voix épaisse d'émotion. Nous nous sommes assis, commandant du café pour nous donner quelque chose à faire de nos mains. « Je ne sais même pas par où commencer », a-t-il dit après que nos boissons soient arrivées. « Je t'ai complètement laissé tomber. » « Oui, tu m'as laissé tomber. » J'ai accepté, ne voulant pas adoucir la vérité.
Mais je veux comprendre comment c'est arrivé. Comment as-tu pu ne pas voir ce que Vanessa faisait toutes ces années? Il a soupiré lourdement. Après la mort de ta mère, j'étais perdu. Vanessa a pris le relais pour s'occuper des choses à la maison, et j'en étais reconnaissant. Il était plus facile de croire sa version des événements que d'affronter mon propre chagrin et mon inadéquation en tant que parent célibataire. Elle est devenue mon lien avec toi, filtrant tout à travers sa perspective. Au moment où tu es parti à l'université, j'ai cru son récit selon lequel tu t'éloignais de la famille. Je n'ai jamais voulu m'éloigner de toi, j'ai dit. Je ne pouvais tout simplement pas supporter la manipulation constante de Vanessa. Il était plus facile de prendre mes distances. Je comprends ça maintenant, a-t-il répondu. Après le mariage, quand je l'ai confrontée, elle a finalement tout avoué. Elle est jalouse de notre relation depuis que tu es enfant. Elle pensait que je te favorisais toujours, et après la mort de ta mère, elle a vu une opportunité de m'avoir pour elle seule. Lui as-tu parlé depuis? Il a secoué la tête. Elle est partie en voyage d'affaires en Floride le lendemain de ma confrontation. Elle reste chez une amie à Miami et refuse de discuter de ce qui s'est passé. Je ne sais pas quand elle reviendra, ni si elle le fera. Nous avons parlé pendant près de 3 heures, passant en revue des souvenirs douloureux et des malentendus. Il y a eu des larmes des deux côtés, des récriminations, et finalement les débuts de la compréhension. Je veux essayer de reconstruire notre relation, a dit mon père alors que nous nous préparions à partir. Je sais que je ne mérite pas une seconde chance, mais si tu es disposé, j'aimerais apprendre à connaître la femme incroyable que tu es devenue. Je dois y réfléchir, j'ai répondu honnêtement. Ce n'est pas quelque chose que nous pouvons résoudre en une seule conversation. Il a hoché la tête, acceptant ma limite. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là quand tu seras prête. Au cours des mois suivants, nous avons commencé une réconciliation prudente. Les appels téléphoniques hebdomadaires sont devenus des visites régulières. Je lui ai présenté correctement la famille de Benjamin, y compris Jacques, qui a fait preuve d'une remarquable grâce en accueillant mon père malgré leur première rencontre maladroite. 3 mois après nos premières retrouvailles, mon père a suggéré un dîner familial chez lui, incluant les parents de Benjamin et Jacques. C'était un pas timide vers la fusion de nos familles. Et bien qu'il y ait eu des moments gênants, il y a eu aussi un effort sincère de toutes les parties. Après le dîner, j'ai trouvé mon père et Jacques dans le salon, engagés dans une conversation animée. « Je veux te remercier d'avoir été là pour Adrien quand je ne l'étais pas », disait mon père. « M'accompagner à l'hôtel aurait dû être mon privilège, mais tu l'as fait avec honneur. » Jacques a hoché la tête pensant. « C'est une jeune femme remarquable. Tu devrais être très fier de la personne qu'elle est devenue, en grande partie grâce à sa propre force et détermination. » Je le suis, mon père a convenu. J'aurais juste aimé être plus présent pour voir cela se produire. Leur conversation m'a donné l'espoir que les blessures du passé pourraient vraiment guérir avec le temps et les efforts. Vanessa est restée distante, envoyant occasionnellement des SMS impersonnels ou des cartes de vœux, mais évitant toute conversation réelle sur ce qui s'était passé. J'ai fini par accepter que certaines relations ne seraient peut-être jamais réparées, et que ce n'était pas grave. 6 mois après le mariage, nous avons organisé notre premier Thanksgiving en tant que couple marié. Notre table à manger était remplie de la famille de Benjamin, de mon père, de mon cousin Thomas et de quelques amis proches. Vanessa a été invitée mais a décliné sans explication. Pendant que nous faisions le tour de la table pour partager ce pourquoi nous étions reconnaissants, la voix de mon père s'est brisée d'émotion. « Je suis reconnaissante pour les secondes chances », a-t-il dit simplement. Et pour une fille dont la capacité de pardon m'humilie chaque jour. Quand ce fut le tour de Jacques, il a souri chaleureusement à travers la table. Je suis reconnaissant pour le rappel que la famille est créée par l'amour et le choix, pas seulement par la biologie. Et je suis particulièrement reconnaissant d'avoir gagné une autre nièce en Adrien, dont le courage et la grâce m'inspirent. Lors de notre premier anniversaire, Benjamin et moi avons organisé un petit dîner pour célébrer. Jacques nous a surpris avec un toast qui m'a fait couler des larmes. Il y a 1 an, j'ai eu le privilège d'accompagner cette belle jeune femme à l'hôtel pour épouser l'homme qu'elle aime. Ce qui a commencé comme une réponse à l'absence est devenu l'un des plus grands cadeaux de ma vie. L'opportunité de faire partie du voyage d'Adrien et Benjamin. Que votre mariage continue de croître en force et en joie. Et que vous vous souveniez toujours que la vraie famille est constituée de ceux qui choisissent de vous aimer, même quand c'est difficile.
Alors que je réfléchis au chemin qui nous a menés ici, j'ai réalisé que parfois les plus grandes blessures de la vie peuvent conduire à une guérison inattendue. L'absence de mon père le jour de mon mariage a conduit à la présence de Jacques, qui a à son tour créé un pont pour le retour de mon père dans ma vie. La famille que j'ai maintenant comprend à la fois ceux de qui je suis né et ceux que j'ai choisis. Tous imparfaits, tous précieux à leur manière. J'ai appris que le pardon ne signifie pas oublier ou excuser un comportement nuisible. Cela signifie se libérer du fardeau du ressentiment et créer des limites qui protègent votre cœur tout en permettant la croissance et le changement. Le père qui vous accompagne à l'autel devrait en effet être quelqu'un qui a marché à vos côtés à travers les défis de la vie, vous soutenant et vous aimant inconditionnellement. Parfois, cette personne partage votre ADN et parfois, elle entre dans votre vie par d'autres chemins. Ce qui compte le plus, ce n'est pas qui se tient à vos côtés un jour important, mais qui est là pour tous les jours ordinaires qui suivent. J'ai la chance d'avoir trouvé ma tribu, les gens qui me choisissent tous les jours, tout comme je les choisis. Quelqu'un de manière inattendue a-t-il déjà été là pour vous quand votre famille vous a laissé tomber? Ou avez-vous été la personne qui est intervenue quand c'était nécessaire? Partagez vos histoires dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a touché votre cœur, veuillez aimer et vous abonner pour entendre d'autres récits de pardon familial et de découverte de votre propre chemin. Et souvenez-vous, parfois les plus belles familles sont celles que nous créons par l'amour et le choix, pas seulement celles dont nous sommes nés. Merci de m'avoir écouté et puissiez-vous trouver votre propre tribu de personnes qui vous choisissent chaque jour.